Ce qui se passe, c'est que dans le microbiote, tout est un équilibre entre ce qu'on va appeler des bonnes bactéries, entre guillemets, donc qui sont des bactéries qui vont favoriser le fait qu'on ait une couche de mucus qui protège notre paroi et vont aussi favoriser, envoyer des infos à notre système immunitaire en disant tout va bien, on se calme, on ne va pas s'enflammer. Et puis, il y a d'autres bactéries qui, surtout si elles ont accès à la paroi intestinale, d'où le fameux équilibre entre les deux, eh bien, elles vont envoyer des messages à notre système immunitaire en disant qu'il faut s'enflammer. Et entre autres, dans l'inflammation en question, il y a des messagers de l'inflammation, qu'on appelle les cytokines, qui vont agir et qui vont favoriser un tas de choses. Et parmi ces choses-là, ils vont favoriser la résistance à l'insuline. Et donc, ça va faire que, donc ça veut dire que, pour faire simple, le microbiote, dans son déséquilibre, a favorisé le fait de devenir résistant à l'insuline et donc a favorisé le fait que, quand on mange du sucre, eh bien, on grossit d'autant plus que quelqu'un qui n'est pas résistant à l'insuline. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Une canette de coca et un demi-avocat contiennent plus ou moins le même nombre de calories. Cette simple comparaison permet de remettre en question des années de principes nutritionnels. Vous avez probablement déjà entendu que si vous mangiez plus de calories que vous n'en consommez, vous allez prendre du poids. Si vous mangez moins de calories que vous n'en consommez, vous allez perdre du poids. Et cette logique a nourri beaucoup de tendances, de calculateurs complexes de calories, et l'idée même qu'un régime est restrictif par nature. Mais ces méthodes anciennes de régime n'ont pas su prouver leur efficacité sur le long terme, ni pour la gestion du poids, ni pour être en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre pourquoi avec le Dr Serge Ballon-Perrin, médecin nutritionniste spécialisé en médecine fonctionnelle et dans le microbiote. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce deuxième épisode qu'on fait ensemble du coup. On a fait le premier épisode sur le microbiote et la santé mentale. Et maintenant, aujourd'hui, du coup, nous allons parler de ce qu'est ce mythe un petit peu de compter les calories pour perdre du poids. Essayer de comprendre un petit peu plus ce qu'on voulait dire par là et en fait, quelles sont un peu les limites de ces techniques. Ok. Et donc, ma première question un petit peu, c'est on disait souvent que la clé pour gérer son poids, c'était de compter les calories et d'en dépenser moins si on veut d'en dépenser plus qu'on en consomme si on veut perdre du poids et inversement. Et ma question, c'est un petit peu, est-ce que toutes les calories se valent et qu'est-ce que vous pensez de cette théorie ? Voilà, donc c'est une très bonne question avec plusieurs éléments de réponse. Donc, il est clair que les calories, on ne peut pas jeter ça à la poubelle complètement et il est évident que ça a une valeur. Quelqu'un qui mange 4000 calories ou 500 calories, ça ne va pas avoir le même impact sur son poids et ça dépend aussi de ce qu'il va dépenser comme énergie. Donc, c'est certain que c'est une valeur. Mais la différence par rapport à ce qu'on disait il y a quand même plusieurs décennies, c'est qu'il y a d'autres paramètres dont il faut tenir compte. Alors, justement, vous avez donné l'exemple là, de cette comparaison entre l'avocat et la canette de coca. Et en fait, c'est un exemple intéressant parce que, en réalité, c'est un exemple qui va mettre en lumière un des éléments à considérer, c'est ce qu'on appelle la charge glycémique. Alors, la charge glycémique, c'est quoi ? C'est la capacité qu'a un repas à stimuler la production d'insuline. Alors, je vais revenir après sur ce qu'est l'insuline, mais en fait, pour certains, je pense qu'ils ont déjà eu une connaissance de cette notion de charge glycémique avec un livre qui a beaucoup de succès ces derniers temps, qui s'appelle Glucose Révolution, qui en fait est tout sauf une révolution, mais qui explique très bien quelque chose qu'on connaît depuis longtemps et qui n'était pas bien médiatisé jusque maintenant. C'est l'importance qu'ont les différents éléments dans un seul repas par rapport au fait de stimuler la production d'insuline ou pas. Alors, je vais faire peut-être un petit flashback pour comprendre un petit peu historiquement les différentes perceptions de la chose. Donc, en fait, tout au début, quand moi je faisais encore mes études, d'ailleurs dans les années 80,
eh bien, on parlait encore de sucre rapide et de sucre lent. Donc l'idée, c'était, si cet aliment contient du glucose et du fructose, ce sont des sucres rapides, et si c'est de l'amidon, ce sont des sucres lents. Et donc, on considérait que les fruits, par exemple, étaient des sucres rapides et que le pain était des sucres lents. Et jusqu'au jour où il y a quelqu'un qui s'est dit, tiens, mais moi, je vais quand même vérifier ce qui se passe si je fais manger à quelqu'un une pomme ou si je lui fais manger un morceau de pain. Et à ce moment-là, oh surprise, c'était plus la même chose. On a considéré que justement, la pomme faisait moins monter le taux de sucre dans le sang que le morceau de pain. Et alors là est arrivée cette notion de ce qu'on appelle l'index glycémique. Donc l'index glycémique, c'est la capacité qu'a un aliment à faire monter le taux de sucre dans le sang. Et puis après, on était plus loin, on a parlé alors de la charge glycémique. Donc là, c'est la capacité qu'a non plus un aliment, mais un repas à faire monter le sucre dans le sang. Alors, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est quel est le problème de faire monter le sucre dans le sang? Et là, on en arrive à cette notion d'insuline. Donc l'insuline, pour rappel, c'est une hormone qu'on a une glande dans notre corps qui s'appelle le pancréas qui va produire quand on a mangé du sucre. Et cette insuline est une hormone fondamentale à la vie parce qu'elle va permettre que le sucre qu'on a ingéré va pouvoir rentrer dans les cellules. Et donc, on va pouvoir l'utiliser comme source d'énergie. Nos cellules vont pouvoir fonctionner énergétiquement avec ce sucre. Et ça va aussi permettre de vider le sucre du sang parce que sinon, le sang deviendrait une pâte visqueuse, ce qui n'est pas très bon au niveau vasculaire. Mais le problème, c'est que quand on a des gros pics d'insuline, et bien on va faire des gros stockages de sucre. Et donc, on va stocker ce sucre qui va nous faire grossir. D'autant plus, là j'amène une autre notion très importante à considérer, ce sont des patients qui sont déjà en surpoids en général, ou qui ont déjà, soit à cause du surpoids, soit à cause de leur microbiote, soit éventuellement pour d'autres facteurs, sont ce qu'on appelle résistants à l'insuline. Donc, ce sont des gens chez qui l'insuline ne va pas bien agir, donc ils vont devoir produire beaucoup plus d'insuline pour arriver à un effet. Eh bien, chez ces gens-là, le fait de manger des repas ou des aliments qui vont faire produire beaucoup d'insuline va les faire grossir encore plus. Et donc là, on est hors de la notion calories, et on revient à cette histoire d'avocat et canette de coca. C'est que la canette de coca, évidemment, ça va faire générer une production d'insuline très importante qui est problématique chez tout le monde. Je parle ici que du poids, parce qu'on pourrait parler du coca, l'acide phosphorique et ses méfaits, etc. Mais parlons que du volet poids. Et donc, l'ingestion de la canette de coca va générer une production de sucre, une production d'insuline, très importante, qui va être néfaste sur le stockage, alors que l'avocat ne va pas avoir cet impact sur l'insuline. Donc c'est un élément important. Donc pour revenir un petit peu à la question de départ, pour résumer, tu me dis si je me trompe, la grosse différence c'est que par exemple, si je mange un avocat ou si je bois une canette de coca, c'est que la canette de coca va augmenter cette réaction qui fait passer les graisses directement stocker les graisses plutôt que de les utiliser. C'est ça le concept de base. Pour revenir alors à la notion de glucose, parce qu'on est passé de manière assez rapide là-dessus. Qu'est-ce qui se passe au moment où je mange, par exemple, une tranche de pain? En fait, au moment où on mange une tranche de pain, en réalité, le pain, c'est de l'amidon. Hein, donc, c'est une molécule avec toutes des molécules de glucose attachées comme un grand train, attachées l'une à l'autre, comme ça. Et puis, on va vite digérer ces différentes substances, on va scinder tous les wagons qu'on va absorber. Et on va absorber du glucose et ça va faire monter le taux de sucre assez vite. Et pour justement ralentir cette montée de sucre qui va déclencher une production d'insuline qui va favoriser le stockage et empêcher le déstockage, comme tu dis, il est intéressant de ralentir, de freiner cette montée de sucre. Alors, comment freiner cette montée de sucre? C'est là où on parle de la charge glycémique. Freiner cette montée de sucre, en y associant des graisses et des fibres. C'est pour ça que quelqu'un qui prend un avocat, un demi-avocat, et puis qui va prendre un morceau de pain complet avec quelque chose de pas trop sucré, ça va être complètement différent de quelqu'un qui va manger 2 tartines de confiture, même si l'apport énergétique calculé est le même, quoi. C'est ça. Et est-ce que cette réaction, elle est différente d'une personne à l'autre?
Alors ça, c'est une excellente question. Donc, on pensait que c'était la même chose chez tout le monde. Jusqu'à, de nouveau, on va revenir sur mon terrain fétiche, c'est le microbiote, jusqu'à ce qu'on ait découvert que selon son type de microbiote, et selon donc les bactéries qui le composent, eh bien, dans certains types de microbiotes que j'ai appelés super extracteurs, eh bien, ce sont des microbiotes où on a des bactéries qui vont décomposer les glucides complexes qu'on va trouver dans des fibres, dans des amidons à chaîne très longue, etc., et qui vont les décomposer dans le côlon. Alors que normalement, donc, tout l'apport énergétique, toute l'absorption des nutriments s'est fait dans l'intestin grêle. Eh bien, chez certaines personnes, enfin, ou en tout cas l'essentiel, chez certaines personnes, on va encore avoir une extraction énergétique au niveau du côlon à partir de ces sucres complexes. Et donc, ces gens vont absorber finalement plus de calories, plus d'énergie, plus de glucides que d'autres personnes avec un microbiote différent. Et on a fait d'ailleurs une étude extrêmement intéressante a été faite où ils ont mesuré l'index glycémique, l'évolution de l'index glycémique chez différents patients en mangeant une pomme. Ils ont fait manger une pomme à tout le monde et ils ont regardé dans quelle mesure ça faisait monter le taux de sucre chez les différentes personnes et fonction de leur microbiote. Et on a vu que ceux qui avaient un microbiote que l'on va appeler, pour simplifier, super extracteur, avaient effectivement un index glycémique plus élevé que d'autres en mangeant le même aliment. Donc on en revient à l'importance du microbiote là-dessus. Donc le microbiote va avoir un impact sur la façon dont notre corps va recevoir un aliment, ça c'est une chose. Et est-ce qu'il y a aussi forcément le mouvement qui vient impacter la façon dont le corps va recevoir du glucose, par exemple? Alors ça, c'est une question aussi très intéressante. En fait, ça ne va pas impacter la manière dont il va le recevoir, mais ça va impacter la manière dont il va l'utiliser. C'est-à-dire qu'on sait que l'activité physique va augmenter la sensibilité à l'insuline. C'est d'ailleurs une recommandation fondamentale chez les gens insulinorésistants, les gens diabétiques, etc. C'est hyper important d'avoir une activité physique qu'on considère idéalement au moins 3 fois par semaine, 30 minutes, et que cette activité physique va améliorer leur sensibilité à l'insuline, qui va de ce fait permettre de mieux améliorer leur glycémie et leur poids. Et alors, je reviens sur ce que je disais avec le microbiote tout à l'heure, c'est que, et sur la canette de coca dont tu as parlé au début, c'est que finalement une alimentation, tout se tient quelque part. Donc une alimentation qui n'est pas idéale, on ne parle plus des calories ici, mais quelqu'un avec une alimentation avec trop de graisse animale, trop de protéines animales, trop de sucre raffiné, etc., va développer un microbiote de mauvaise qualité qui peut avoir un impact sur sa résistance à l'insuline, par exemple, et qui va faire qu'il va grossir plus facilement en mangeant du sucre que quelqu'un d'autre. Donc, les mauvais aliments en question, on revient à la canette de coca, n'ont pas qu'un effet direct sur l'insuline, mais on va avoir un effet sur le microbiote aussi, qui lui-même va avoir un effet sur la manière dont on va être résistant à l'insuline. Et j'ai plusieurs questions. Moi, je pense que pendant qu'on est sur le thème de l'insuline, parce que l'insuline, en fait, ça peut être quelque chose qui, de base, on peut avoir l'impression que c'est une bonne chose. Ah oui, en fait, c'est une bonne chose. Sans insuline, ça va pas aller. C'est ça. Mais du coup, il y a une balance à avoir. Parce que, par exemple, les personnes diabétiques qui vont se mettre un shot d'insuline, déjà, pourquoi est-ce qu'ils font ça et quel est, justement, qu'est-ce que ça va leur apporter? Et surtout, est-ce que c'est quelque chose qui ne va pas aussi augmenter leur prise de poids? Sur le côté, qu'est-ce qui se passe un petit peu chez un diabétique? Comment ce système fonctionne ou ne fonctionne plus bien? En fait, justement, chez le diabétique, c'est un bon exemple de l'impact de l'insuline sur le poids. C'est que les symptômes typiques du diabète, alors on parle du diabète de type 1, donc le diabète qui auto-immun, qui touche plutôt les jeunes, qui se déclare relativement brutalement, et qui est un diabète où les symptômes d'appel, justement, c'est une perte de poids. Donc, ils ont un appétit quand même assez important, ils perdent du poids, plus ils urinent beaucoup parce qu'ils ne réabsorbent pas bien le sucre. Et donc, c'est généralement, ça sont les symptômes principaux. C'est beaucoup uriner et beaucoup boire, du coup, pas mal manger et perdre du poids. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'insuline.
Et justement, on y retrouve ces symptômes. L'inconvénient, c'est que si on n'a pas assez d'insuline, et si on prend l'extrême d'un diabétique qui va pas se piquer, eh bien, c'est que ce manque d'insuline, eh bien, ça va faire monter évidemment la glycémie jusqu'à créer ce qu'on appelle l'acidocétose diabétique, qui est évidemment gravissime, puisque outre le fait que ça peut te mettre dans une espèce de coma, ça a des effets cardiovasculaires catastrophiques. Enfin bref, c'est quelque chose dont on meurt. Hein. Donc on ne peut pas ne pas avoir d'insuline. Mais par contre, ce qui est aussi important, c'est que c'est des diabétiques qui se piquent à l'insuline. Le fait d'être surdosés en insuline, ils vont facilement prendre du poids dans ce cas-là. Si c'est pas bien équilibré et qu'ils se surdosent parce qu'ils mangent justement trop, et donc leur sucre monte, donc du coup, hop, ils se piquent avec plus d'insuline. Donc là, évidemment, c'est un problème. Okay. Et est-ce que tu peux un peu expliquer ce concept du pic de glucose? Pourquoi est-ce qu'on va créer ce pic de glucose au niveau du corps? Eh ben, tout simplement parce que quand on mange du sucre, on l'absorbe au niveau de l'intestin, et puis il arrive dans le sang, et puis voilà. Et donc on met plus de sucre dans le sang, donc la quantité de sucre dans le sang augmente. Donc c'est tout simplement ça. Et on va ensuite, ça va envoyer un signal au pancréas qui à ce moment-là va dire « Oh là là, ça va pas du tout » et va produire cette hormone pour faire baisser cette quantité de sucre dans le sang et aussi pour évidemment approvisionner nos cellules en sucre qui est la base énergétique, bien entendu. Peut-être une dernière question pendant qu'on est en train de parler de ce sujet-là. Où est-ce qu'on va trouver justement ce sucre dont tu parlais qui va faire augmenter notre taux de glucose de manière déraisonnée? Important. Donc les sucres qui ont un index glycémique élevé, en fait. Hein. Eh bien, en réalité, on a pris comme référence justement le pain blanc. En fait, est un élément de sucre de référence qui donne un index glycémique à une valeur élevée. De même que des sucres des sucres de type type saccharose, donc en fait qui est du sucre raffiné classique, hein, qui est ce qu'on appelle le saccharose ou le sucrose, qui est en fait un disaccharide, donc qui contient une molécule de glucose et de fructose associée. Et contrairement à par exemple une tranche de pain complet ou alors, dans la tranche de riz, voilà, exactement. Et donc, pâtes, ce sont les aliments qui ont l'index glycémique le plus élevé. Et puis alors, on constate que, par exemple, si on arrive dans des aliments complets, eh bien, on va descendre l'index glycémique. Et on a aussi eu quelques surprises. C'est par exemple l'histoire des amidons qui sont refroidis. On a l'exemple typique, c'est que si on prend des pâtes, par exemple, une salade de pâtes froides, ou encore plus de l'amidon des pommes de terre, par exemple, les pommes de terre froides, eh bien, l'index glycémique est plus bas. Parce qu'il y a, dans le processus, il y a une création de ce qu'on appelle des amidons résistants, qui sont des substances non absorbées qui diminuent l'index glycémique. Et oui, excuse-moi, pour les pâtes. Mais les pâtes, là, on parle uniquement glucose, alors. Il n'y a pas... Amidon, on parle. Enfin, oui. Amidon égale toutes des molécules de glucose. C'est ça, mais donc il n'y a pas le fructose ou l'autre sucre dont tu parlais qui se trouve dans les aliments à indice glycémique plus élevé. Ils ont tous les deux un index glycémique élevé. Hein. Donc en fait, tu as l'amidon qui a un index glycémique élevé et alors le saccharose qui contient donc sucre à glucose plus fructose. Donc c'est les deux ensemble et donnent du saccharose qui a un index glycémique très haut. Et en fait, on a par contre constaté un même aliment, selon la façon dont il est dont il est cuit, traité, va avoir des index glycémiques différents. C'est l'exemple des pâtes al dente ou pas al dente. Une fois qu'on sait que plus les amidons sont cuits fortement, plus l'index glycémique augmente. Et à l'inverse, si c'est moins cuit, donc si les pâtes sont al dente par exemple, ou si les pommes de terre ne sont pas trop cuites, des pommes de terre à la vapeur pas trop cuites, l'index glycémique va être plus bas que si elles sont trop cuites, et il va encore être plus élevé si on les smash, donc si on fait de la purée.
Donc on sait que la purée va avoir un indice glycémique le plus élevé. Puis ensuite, on a les pommes de terre vapeur trop cuites. Puis on a les pommes de terre vapeur moins cuites. Et puis on a les pommes de terre refroidies. Donc ça va modifier. C'est un peu pareil pour les pâtes. À part qu'on ne fait pas de la purée, non, idéalement. Mais bon, jusque-là, voilà. Et donc du coup, l'impact que va avoir la transformation de l'aliment sur son indice glycémique, ça explique aussi le fait qu'on entend souvent que voilà, les aliments transformés sont généralement pas très bons pour la santé et vont avoir du coup souvent être plus chargés en sucre. C'est peut-être d'une part le sucre ajouté qu'on va ajouter parfois dans l'industrie alimentaire, mais aussi la façon dont ils ont été cuits et processés qui font qu'ils ont juste un indice glycémique plus élevé que si tu les avais cuits toi-même. Exactement. Donc il y a ce côté, la façon dont c'est processé. Et alors surtout, cette habitude qui était prise dans l'industrie alimentaire de rajouter du sucre partout, avec justement parfois l'appellation erronée sans sucre. Parce qu'au niveau de l'étiquetage, il est autorisé de mettre sans sucre à partir du moment où ce n'est pas du saccharose. Okay. Saccharose qui est le glucose plus fructose associé dans un seul. Et par contre, c'est là où c'est vicieux, c'est que vous avez un tas de produits dits sans sucre qui en fait contiennent du sirop de glucose et du sirop de fructose, qui sont l'un comme l'autre extrêmement hyperglycémiants. Mais on peut mettre sans sucre vu que c'est pas du saccharose. Donc ça c'est... Ouais, voilà. Donc méfiez-vous. Quand il est marqué sans sucre, il faut se méfier parce qu'il y a plusieurs options. Soit celle-ci, qui est pas agréable, soit alors, la plupart du temps, on utilise des polyols comme le sorbitol, maltitol, xylitol, etc. dans les chewing-gums sans sucre, qui sont des sucres qui, effectivement, ont un pouvoir hyperglycémique plus faible, d'où le fait qu'on les... En fait, c'est pas tout à fait sans sucre, c'est un autre type de sucre qui fait qu'on les utilise, mais d'un autre côté, ils sont extrêmement fermentants. Donc, c'est des gens qui ont tendance à avoir un côlon irritable avec des ballonnements, etc. Je leur déconseille vivement les chewing-gums sans sucre. Donc, voilà. C'est pas parce qu'ils mâchent, c'est à cause des types de sucre. Ça, on sait le regarder sur une étiquette. Par exemple, ils sont obligés de mettre sur sirop de glucose ou polyol. Ah oui, si on va plus loin dans l'étiquette, ça doit être marqué. Hein. C'est ça. Okay. Peut-être parfois retourner. Parce que il faut maintenant, il y a l'étiquette. Ouais. Tu as parlé aussi de la surconsommation, par exemple, de graisse animale. Au niveau des graisses animales, on sait déjà, généralement, on parle de bonne et de mauvaise graisse. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu la différence à ce niveau-là et la différence que ça va avoir aussi peut-être sur le concept de la calorie dont on parlait. Alors oui, voilà, exactement. C'est très important par rapport au concept de la calorie dont tu parlais au début, hein, avec l'avocat dans lequel il y a un certain nombre de bonnes graisses, justement. Alors on peut prendre un exemple encore plus extrême, ce sont les poissons gras. Si on prend les sardines, le saumon, etc., où là on va avoir ces fameux oméga 3 dont on a terriblement besoin à beaucoup de niveaux. Bon, on va pas parler de ça aujourd'hui parce que on pourrait faire tout un podcast sur les oméga 3. Mais les oméga 3 sont comptabilisés en termes de calories de la même manière que la graisse de friture. Donc, je veux dire que on consomme, la graisse de friture, du beurre, la graisse dans les acides gras saturés typiques, donc ce qu'on appelle on a l'acide myristique, par exemple, qui est un acide gras qu'on trouve typiquement dans les graisses saturées, ou pire, l'acide palmitique, qu'on va retrouver dans certains types de graisses. Ça, ce sont des graisses saturées qui ont des effets néfastes connus au niveau cardiovasculaire et qui, au niveau terme de poids, c'est 4 calories par gramme. Mais l'organisme ne va rien en faire de bon. À l'inverse des oméga 3, qui sont 4 calories par gramme, mais l'organisme ne va pas utiliser ces graisses pour les stocker, pour augmenter notre capital graisseux. Bon, sauf chez l'ours qui en mange des quantités énormes avant d'hiberner, c'est autre chose. Mais quand on en mange des quantités modérées, on va utiliser ces oméga 3 pour, plus précisément, les intégrer dans les membranes de nos cellules. Donc permettre une meilleure plasticité membranaire, comme on dit, donc le fait que nos échanges cellulaires se passent mieux, donc ça intervient à beaucoup de niveaux, et donc on va les intégrer, ils vont devenir des matériaux de construction, si je puis dire, que des matériaux énergétiques. Et donc du coup, le coût des 4 calories par gramme n'a plus aucun sens, que c'est 0 calories par gramme. Donc c'est pour ça qu'il faut
remettre les choses à leur place, évidemment. Et on parle... Donc là, tu parlais des graisses qu'on disait saturées. Il y a ce qu'on appelle aussi les graisses trans. Oui. Est-ce que tu peux développer un peu le concept? Voilà, alors si on veut prendre un peu le tableau général pour faire ça brièvement, simplement, donc il y a les graisses saturées, donc comme j'ai dit, surtout, il y en a d'autres, mais l'acide myristique, l'acide palmitique, qui sont des acides gras saturés, l'acide palmitique le plus reconnu comme problématique au niveau cardiovasculaire, par exemple. Et puis alors, il y a les graisses monoinsaturées, comme on retrouve dans l'huile d'olive, qui, elles, sont des graisses qui sont, et dans la graisse de canard, entre parenthèses, qui, elles, sont des graisses beaucoup plus intéressantes au niveau cardiovasculaire, par exemple. Et puis alors, il y a les graisses polyinsaturées. Alors, pourquoi elles sont polyinsaturées? C'est de la chimie, on ne va pas rentrer là-dedans peut-être maintenant. C'est ce double pont. Voilà, ce sont les fameuses doubles liaisons entre les atomes de carbone. Monoinsaturées, il y en a une. Polyinsaturées, il y en a plusieurs. Et alors, les oméga 6 et les oméga 3, ça dépend où elles se situent. Et en fait, dans les polyinsaturés, il y a différents types de polyinsaturés. Il y a des oméga 6. Et dans les oméga 6, il y a des oméga 6 qui sont plutôt à un stade intéressant et d'autres moins pour l'organisme. Et puis alors, il y a les oméga 3, évidemment, avec tous les effets bénéfiques que les oméga 3 ont en termes d'action anti-agrégante plaquettaire au niveau vasculaire, en termes d'action au niveau sensibilité des récepteurs au niveau des neurotransmetteurs, dans la dépression, par exemple. Enfin, à beaucoup de niveaux, c'est très intéressant, ces oméga 3. Et puis alors, il y a les acides gras trans. Les acides gras trans, ce sont des graisses qui ont été transformées par l'industrie. On les appelle justement transestérifiées, c'est-à-dire qu'on a fait pivoter la graisse sur sa fameuse double liaison. Enfin, on ne va pas entrer dans la chimie, c'est un peu complexe, mais le résultat, le suivant, c'est que ce sont des graisses qui ont l'avantage pour l'industrie, c'est pour ça que ça a été créé, des graisses qui restent à haute température, plus solides. Et c'est pour ça que le corps a aussi plus du mal à le digérer correctement, voilà. Ou ça n'a rien à voir? Alors, il se fait que ce sont des graisses qui, effectivement, ont une plasticité différente, une capacité une souplesse, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, différente, qui génère une rigidité membranaire et qui effectivement s'est montrée comme néfaste, en tout cas à différents niveaux de santé. Oui. Et on va les retrouver où, ces graisses? Alors, ces graisses, ce sont tout ce qu'on appelle les graisses végétales hydrogénées, parce que le principe, c'est le principe chimique, c'est l'hydrogénation, donc on rajoute une molécule d'hydrogène pour créer cette réaction de transestérification. Et donc, en fait, quand vous voyez sur l'étiquette graisse végétale hydrogénée, c'est ça. Alors maintenant, c'est plus compliqué parce que bien souvent, ils ont eu la possibilité au niveau de l'étiquetage de ne plus mettre que graisse végétale et d'enlever le hydrogéné, qui est sous-entendu. Donc ça, c'est très vicieux. Alors, il faut savoir que normalement, une graisse végétale, ça n'existe pas dans la nature. Oui, c'est de l'huile végétale. Dans la nature, on a une huile végétale ou une graisse animale. La graisse végétale, ça n'existe pas. Donc graisse végétale égale automatiquement hydrogéné. Ok. Donc ça, c'est à regarder sur l'étiquette quand on achète un pot de... Exactement. C'est la fameuse histoire du chocolat. Donc dans le chocolat, on a toujours utilisé du beurre de cacao. Et les bons chocolats utilisent toujours du beurre de cacao. Et puis alors, des chocolats industriels ont remplacé le beurre de cacao par de la margarine, qui est une graisse typiquement justement hydrogénée, pour plusieurs raisons. Ça coûte moins cher, de 1. Et de 2, le chocolat reste dur, même à haute température. Donc si on laisse sa tablette de chocolat traîner alors qu'il fait plus chaud, il va pas devenir tout mou, quoi. Et justement, il y a eu un peu un revirement là, à l'époque où pendant tout un moment on a dit arrêtez de manger du beurre, manger de la margarine. Et puis on est revenu en disant le beurre est de retour. Le beurre, c'est des bonnes graisses. Je laisse deviner les auditeurs les motifs qui avaient conduit à l'époque à dire manger de la margarine. Oui, c'est la puissance des logos, c'est des lobbies, pardon. C'est la puissance des lobbies de l'industrie. Après, je pense qu'il y avait aussi quelque chose qu'on ne savait peut-être pas aussi à cette époque-là. Ouais.
Bref, je ne sais pas. Du coup, ce qui est la margarine, ça a été juste de revenir dessus et de se dire, en fait, autant manger du beurre, notre corps va mieux l'assimiler, quoi. Voilà, exactement. Et le beurre, c'est bon ou mauvais, ou ça dépend des quantités? Voilà, alors le beurre, je pense que ça dépend des quantités. Le beurre en soi, en quantité modérée, ne va pas démontrer de toxicité particulière. C'est surtout de l'acide myristique dans le beurre qui est moins problématique que on a de l'acide butyrique, qui est l'acide butyrique qui est pas problématique comme l'est l'acide palmitique qu'on trouve dans d'autres produits de l'industrie. Mais pour la cuisson, par exemple, on sait que l'huile d'olive, c'est super bon en termes de bonnes graisses qui vont apporter des bonnes choses, notamment en termes cardiovasculaires, comme tu as dit. Mais il y a aussi ça dépend aussi de la température à laquelle l'huile est utilisée, non? Comment est-ce qu'on fait la différence? Comment est-ce qu'on sait avec quoi cuisiner et quand utiliser quel type d'huile, par exemple? Donc oui, donc ça c'est très important. Donc, en réalité, l'huile d'olive, évidemment, est excellente pour la santé, très riche en monoinsaturés, avec des effets bénéfiques au niveau cardiovasculaire, etc. Donc ça, c'est clair et connu. Maintenant, l'huile d'olive, effectivement, si elle est chauffée à très haute température, donc elle fume, donc c'est ce qui se passe dans une poêle à 200 degrés, et bien à ce moment-là, elle se transforme en graisse trans. Et on a parfois d'ailleurs des patients qui ont fait des bilans d'équilibre d'acides gras dans les membranes cellulaires, ou de profil d'acide gras, on va dire, dans les membranes cellulaires, et on voit que finalement, ces patients ont trop d'acide gras trans, et ils me disent, je comprends pas, moi je mange pas de produits transformés, etc. Et en discutant avec eux, on constate qu'ils cuisent tout à l'huile d'olive et qu'ils font chauffer excessivement l'huile d'olive. Alors l'huile d'olive dans une poêle, si ça fume pas, ça va. Mais si c'est passé à un certain stade, là, ça va plus. Et alors, dans ce cas-là, on va conseiller plutôt des huiles pour cuisson, des huiles d'arachide par exemple, ou des huiles qui résistent aux hautes températures, qui sont plus intéressantes pour ça. Et le beurre? Alors le beurre, à part le fait que c'est très gras du coup. Voilà. Donc le beurre, ça peut aller de nouveau si on le chauffe pas trop. Entre parenthèses, à l'époque, ils avaient trouvé l'astuce de faire le beurre clarifié. Donc ils avaient enlevé les protéines de caséine du beurre pour garder uniquement le gras, et on constate que dans ce cas-là, on avait ce qu'on appelait des beurres blancs dans la cuisine française de l'époque, qui étaient donc mais bon, ça c'est un détail, c'est pas pour ça que c'est bon pour la santé, hein. C'est un détail technique. Ouais. Et du coup, dans la viande, c'est quel type de graisse qu'on va retrouver? Un morceau de steak qui est bien marbré, par exemple, qui est plus gras, ça va être quel type de graisse qu'on va retrouver là? Donc là, c'est une graisse saturée. C'est une graisse saturée, raison pour laquelle on dit qu'effectivement, l'excès de viande va être néfaste au niveau cardiovasculaire à cause justement de ces graisses saturées. De même que l'excès de viande peut être néfaste au niveau du microbiote, parce qu'il va favoriser la croissance de bactéries potentiellement pro-inflammatoires. Je dis bien l'excès. Hein. Oui. Voilà, il faut bien préciser les choses, parce qu'à l'inverse, donc, outre toute notion, que ce soit écologique, philosophique, etc., on parle vraiment santé, nutrition santé, la viande a certains intérêts. La viande a, en particulier chez les femmes, chez les filles en période ovulatoire, si je puis faire en période de faire avec des règles, quoi, pour faire simple, eh bien, on sait qu'il y a des carences en fer sont très très importantes, et corriger le fer est vraiment complexe sans viande rouge. Alors sans viande rouge, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Le boudin noir, en général, les gens qui mangent pas de viande rouge, ils vont pas manger de boudin noir, hein. Donc plus il y a de sang, plus il y a de fer, en fait, hein, pour faire simple. Et donc effectivement, l'aliment le plus riche, c'est le boudin noir, et puis la viande rouge, et puis je passe sur le pigeon, enfin, etc. Et puis finalement, on retrouve en végétal les lentilles, qui sont les aliments les plus riches en fer. Et puis les autres sources de fer sont quand même assez faibles, y compris les épinards, où pour rappel, c'était une erreur de virgule à l'époque, hein. Donc dans les épinards, on a dit qu'il y avait 10 fois plus de fer qu'il y en avait vraiment. Donc ça, c'était déjà un. Et ensuite, non seulement il n'y a pas tellement de fer dans les épinards, mais de surcroît,
on a de l'acide oxalique dans les épinards qui diminue l'absorption du fer. Donc ça veut dire que c'est pas terrible, quoi. Donc c'est pas Popeye, c'était bien, non. Donc ça marche pas. Et donc tout ça pour dire que le fer, la viande rouge, pardon, a des intérêts, comme d'une part le fer, d'autre part dans la viande rouge on trouve de la créatine, la carnitine. Donc ce sont des éléments intéressants dans la production énergétique. Et donc le fait de prendre la viande rouge peut-être, je sais pas, 2 fois par semaine ou un truc comme ça, ou 1 fois par semaine, est quelque chose de très bien. Ceux qui en mangent tous les jours, par contre, là, c'est autre chose. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Tu parles ici de production énergétique, justement, au moment où on va manger de la viande. On n'a pas parlé des protéines dans ce phénomène de calcul de calories. Manger 100 grammes de protéines ou manger 100 grammes de pain ou manger 100 grammes d'Oreo, enfin ou d'autres biscuits, pour pas citer de marque, mais c'est trop tard. Quelle est la différence du coup? Qu'est-ce qui se passe quand on va manger 100 grammes de protéines au niveau de cette balance calorique? Donc, exact. Donc ça, c'est aussi un élément hyper important. On considère parfois d'ailleurs que les protéines sont presque un apport calorique égal à 0. Dans la mesure où on va utiliser ces protéines surtout dans un but. Donc ce sont des protéines qui vont être dégradées en acides aminés, il faut comprendre. Et ces acides aminés, c'est un peu comme le glucose de l'amidon, si vous voulez, c'est l'acide aminé, c'est l'équivalent pour la protéine. Eh bien, ces acides aminés vont servir à plein de choses. Et ils vont servir, bien entendu, ils vont être des matériaux de construction pour refaire du muscle, par exemple, d'où l'intérêt dans la musculation, etc. Donc faire du muscle, régénérer ses muscles après un effort, après le sport. Donc c'est très important. Ils vont servir à synthétiser un tas de protéines de structure. On a plein de protéines de structure qui doivent être synthétisées, qui sont d'ailleurs détruites et recréées, redétruites, recréées. Il y a tout un mouvement comme ça. Et donc on va avoir, ils vont éventuellement servir aussi à la synthèse de certains enzymes, etc. Donc ils vont servir à la synthèse de beaucoup de choses, et donc ils vont pas tellement servir à stocker de l'énergie, quoi. Donc c'est pour ça que on considère que l'apport calorique est extrêmement faible. C'est pas le cas justement des graisses saturées, où là c'est un apport calorique clair et net. Et c'est pour ça que quand on prend la viande, par exemple, la viande rouge, ben vous allez avoir la protéine qui est peu considérée comme apport calorique, alors que ça l'est dans les calculs, mais en pratique, ça n'a pas tellement d'intervention calorique. On va en avoir beaucoup pour en brûler d'autant plus. Exactement. Par contre, les graisses, elles vont être servir comme apport calorique, évidemment. C'est ça. Donc on va rien brûler des graisses. Non, on va rien brûler des graisses. Par contre, on va brûler ces protéines, quoi. Et donc du coup, la carnitine dont tu parlais dans l'exemple juste avant, qui se trouve dans la viande, va aider à ce processus de création d'énergie. Exactement. La carnitine, elle a un rôle. Elle va avoir un rôle fondamental pour dans la mitochondrie pour la production d'énergie. On va peut-être pas on refera un épisode justement sur les mitochondries, l'énergie, mais tu peux peut-être expliquer en 2 minutes ce que c'est que les mitochondries. Alors oui, donc effectivement l'idée serait de refaire un épisode, et peut-être même avec un grand spécialiste de la mitochondrie, j'en connais. Hein. Et donc en fait, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites unités. Donc on a des petites unités de production d'énergie dans nos cellules. Donc dans toutes nos cellules, on a plusieurs mitochondries, et donc ces mitochondries vont vraiment être les sources de production énergétique de nos cellules. Et c'est fondamental parce que je dirais que à partir du moment où les mitochondries ne fonctionnent plus, on est mort. Hein. Donc je veux dire, exemple, l'arsenic. Si vous prenez de l'arsenic, l'arsenic ça va se mettre à la place d'autres éléments dans certaines zones de production de la mitochondrie, et ça va faire que ça fonctionne plus, terminé, et on est mort. Voilà, c'est un exemple simple. Voilà. Donc on a touché un petit peu sur le fonctionnement au niveau du glucose. On a parlé ensuite ici des protéines
et des différentes graisses. Un point qu'on n'a peut-être pas trop touché, c'est au niveau des fibres. Si je mange maintenant une tranche de pain blanc ou une tranche de pain plutôt complet qui va avoir beaucoup de fibres, est-ce que le processus va être différent? Est-ce que l'apport calorique réel va changer? Ou est-ce que c'est pas vraiment une question d'apport calorique, c'est plutôt une question d'autres mécanismes importants pour la santé? Ben, il y a plusieurs choses. C'est sûr que dans l'apport calorique, il faut évidemment décompter les fibres. Et donc, en général, sauf si on a un microbiote qui est extracteur à partir de fibres, c'est autre chose. Mais en général, on va dire qu'il faut quand même plutôt décompter les fibres. Et justement, ces fibres vont ralentir la vitesse d'absorption du sucre, d'une part. Donc, ça va diminuer cet index glycémique ou cette charge glycémique. Et en plus de ça, ces fibres vont avoir un rôle important pour favoriser un microbiote bénéfique qui, lui, justement, va s'opposer au fait de la création d'un microbiote pro-inflammatoire qui favorise la résistance à cette insuline. Quand tu dis décompter les fibres, c'est parce que ces fibres en fait vont nourrir autre chose, vont nourrir les micro-organismes qui sont justement les bactéries du microbiote, et donc c'est pour ça qu'on les décompte parce qu'elles sont utilisées par autre chose. Exactement. Donc normalement, sauf dans des cas particuliers de microbiote, elles ne sont pas absorbées, elles ne servent pas comme apport énergétique. Et elles vont par contre nourrir, comme tu dis, des bactéries. Et justement des bonnes bactéries qui, elles, vont s'opposer à ce que des, entre guillemets, mauvaises bactéries prolifèrent. Mauvaises bactéries qui vont produire des toxines qui vont favoriser la résistance à l'insuline. Et donc le fait que chez des patients devenant résistants à l'insuline, eh bien, dans ces cas-là, manger des sucres à charge glycémique ou index glycémique rapide va encore être plus problématique, il va encore plus grossir que quelqu'un qui n'est pas résistant à l'insuline en mangeant la même chose. Donc en gros, pour réillustrer un petit peu ce que tu viens d'expliquer, si tu prends une tranche de pain blanc ou tu prends une tranche de pain blanc avec des fibres dedans, de pain complet, sur ces 100 grammes-là, du pain complet, il n'y aura pas l'ensemble des calories qui vont être comptées comme absorbées. Absolument. Il y en aura moins. Absolument, voilà. Ça, c'est tout à fait clair. Alors, à ce sujet, je fais une petite précision. C'est que le pain avec des fibres, il y a plusieurs options. Il y a le pain avec des fibres tel qu'on vous le vend au niveau de l'industriel, c'est-à-dire que c'est du pain, c'est de la farine blanche dans laquelle on a rajouté du son, mais le problème, c'est que c'est du son qui est souvent rempli de pesticides. Et donc, ça veut dire que là, c'est pas idéal pour la santé. À d'autres niveaux, on n'est plus dans le poids ici, mais à d'autres niveaux de santé. Et je vous conseille alors plutôt de prendre des pains qui sont faits avec de la farine complète, vraiment de qualité bio de préférence, donc qui n'est pas rempli de pesticides. Voilà. Les aliments riches en sucre et des aliments transformés, et du coup les aliments, les graisses qu'on utilise dans les aliments transformés, qui font plutôt des graisses trans, vont avoir un impact sur le microbiote. Donc tu disais que d'un côté, on a un microbiote qui va faire qu'on va réagir différemment à un aliment ou à un autre, et donc ce qui fait que pour certaines personnes, manger du sucre va être pire que pour une autre personne en fonction de son microbiote. Mais à l'inverse, tu disais un petit peu l'œuf ou la poule, le microbiote va être impacté par les aliments sucrés et les aliments transformés. Donc tu parlais d'inflammation. Exact. Donc oui, donc on a constaté qu'il y a ces bactéries pro-inflammatoires vont avoir une croissance augmentée, déjà par le fait qu'il n'y a pas d'autres bactéries pour s'y opposer, par le fait qu'on mange plus de protéines de graisse animale, par le fait qu'on mange plus de certains additifs alimentaires, les polysorbates, les carboxyméthylcellulose, etc., les édulcorants, un tas de choses qui favorisent ça. Et donc, c'est clair que l'alimentation de mauvaise qualité, transformée, va effectivement apporter des sucres transformés qui vont avoir un index glycémique élevé, des graisses végétales hydrogénées qui sont très néfastes sur la santé, dont l'organisme a difficile de transformer ça, de l'utiliser, il va avoir des effets néfastes, plus des différentes substances ajoutées qui peuvent avoir un effet néfaste sur le microbiote, et plus, je reviens sur les pesticides, que j'en parlais tout à l'heure là, avec
les pains complets non bio, on sait que les pesticides ont aussi un impact sur le microbiote. Donc ils vont tuer un certain nombre de nos bactéries. Et donc l'inflammation ici, justement pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi des épisodes précédents où on parle vraiment en détail du microbiote et ce que c'est l'inflammation, tu peux expliquer peut-être brièvement ce que c'est que ce processus d'inflammation et ce que ça génère de manière assez résumée au niveau de la santé. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans le microbiote, tout est un équilibre entre ce qu'on va appeler des bonnes bactéries, entre guillemets, donc qui sont des bactéries qui vont favoriser le fait qu'on ait une couche de mucus qui protège notre paroi et vont aussi favoriser, envoyer des infos à notre système immunitaire en disant tout va bien, on se calme, on ne va pas s'enflammer. Et puis, il y a d'autres bactéries qui, surtout si elles ont accès à la paroi intestinale, d'où le fameux équilibre entre les deux, eh bien, elles vont envoyer des messages à notre système immunitaire en disant qu'il faut s'enflammer. Et entre autres, dans l'inflammation en question, il y a des messagers de l'inflammation, qu'on appelle les cytokines, qui vont agir et qui vont favoriser un tas de choses. Et parmi ces choses-là, ils vont favoriser la résistance à l'insuline. Et donc, ça va faire que, donc ça veut dire que, pour faire simple, le microbiote, dans son déséquilibre, a favorisé le fait de devenir résistant à l'insuline et donc a favorisé le fait que, quand on mange du sucre, eh bien, on grossit d'autant plus que quelqu'un qui n'est pas résistant à l'insuline. Et donc, ce qui augmente la résistance à l'insuline, c'est un cercle vicieux. Voilà. Bon, après, oui, et tout ça aussi, bon, ça c'est le sujet d'un des épisodes qu'on a déjà sorti, mais a vraiment énormément d'impact sur la santé mentale aussi. J'imagine qu'il y a aussi un cercle vicieux à ce niveau-là. Absolument, absolument. Donc, il y a tout ce fameux axe intestin-cerveau. Et il y a aussi axe intestin-appétit. Et d'ailleurs, il suffit de voir le médicament qui a le plus de succès maintenant pour faire maigrir les gens. Et d'ailleurs, il s'est en pénurie depuis des mois et des mois. Qui est en fait un analogue de la GLP-1, donc qui est une molécule produite par certaines cellules de l'intestin et qui envoie un message au cerveau pour couper l'appétit, qui favorise aussi la sensibilité à l'insuline d'ailleurs. C'est pour ça que les deux combinés fait que c'est aussi intéressant chez le patient diabétique. Et donc, bref, c'est un bel exemple qui montre l'impact de ces molécules produites par l'intestin sur l'appétit, quoi. Et voilà. Et donc, il y a aussi ces phrases qui disent le sucre appelle le sucre ou le gras appelle le gras aussi. Voilà. Et donc, ce sont effectivement, tous ces circuits de réenforcement comportemental où finalement, on sait que certains aliments stimulent manifestement la production de certains neurotransmetteurs au niveau intestinal qui vont agir au niveau cérébral et qui vont stimuler des circuits de renforcement qui fait qu'on va avoir envie de remanger, etc. On le connaît d'ailleurs de façon extrême avec la prolifération excessive de champignons dans l'intestin, la candidose, comme on dit vulgairement. Eh bien, on sait que quand on a des gens qui souffrent de cette prolifération excessive de candidats ont des appels de sucre extraordinaires. J'ai vu des patients comme ça, c'est dingue, quoi. Et ce sont des appels de sucre, mais qui sont au-delà de tout contrôle psychologique. C'est vraiment physique. Et c'est clairement le microbiote qui parle au cerveau, qui dit alors quand est-ce qu'on mange, quoi. Donc c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait une étude qui était sortie. Ils avaient regardé des personnes on leur donnait un groupe des boissons sucrées, l'autre groupe pas de boissons sucrées, et ils préféraient les boissons sucrées après un certain moment. Et puis ils ont fait des études, mais là du coup je pense que c'était sur des animaux, mais où ils avaient coupé la fonction gustative. Donc ils ne savaient pas goûter que c'était sucré et ils avaient une appétence pour la boisson sucrée sur la suite, alors qu'ils ne savaient pas goûter que c'était du sucre. Donc c'est vraiment du coup ce mécanisme-là qui a été illustré et démontré. Clair. Bon, après ici on tape sur le dos du sucre depuis 1 heure. Mm-hmm. Tu connais Anna, mon épouse.
forcément. Pour qui le dessert, c'est une religion. Ce que je veux dire, c'est que tu la connais dans le sens où tu sais que le dessert, c'est une religion pour elle. Est-ce que c'est grave de s'envoyer quelques œufs en chocolat le soir après le repas ? Et ici, je parle pas du chocolat noir, hein, parce qu'on parle toujours des bienfaits du chocolat noir. Il y en a beaucoup, c'est pas le sujet ici. Voilà, j'aime bien manger un dessert et je fais pas trop attention à ce que j'ai comme dessert. Est-ce que c'est de ça dont on parle ici ou est-ce que c'est vraiment une question c'est vraiment une question, une fois de plus, d'équilibre global. Hein. C'est-à-dire que ça dépend de ce qu'on a mangé avant les œufs en chocolat. C'est clair que si on a mangé, je sais pas moi, 2 hamburgers avec un paquet de frites et puis qu'on s'en prend des œufs en chocolat, là, ça va pas arranger l'histoire. Si par ailleurs on a eu un apport justement en fibres, un équilibre en graisse alors je dis pas sur un repas, mais globalement dans son alimentation qui est assez correcte, les quelques œufs en chocolat, ça va amener un peu de sucre. Mais maintenant, d'un autre côté, avec la graisse du chocolat et avec éventuellement les fibres et les graisses du repas, ben il va y avoir une charge glycémique qui va être plus modérée et ça va faire moins de dégâts. Mais c'est à intégrer dans un concept global, évidemment. Oui, le problème, c'est quand le dessert, c'est le petit déjeuner, le repas du midi et le soir. Voilà, c'est là où ça va plus. Et quand en plus on fait pas de sport, etc. Donc c'est un ensemble d'éléments. Mais pour revenir à ce avec quoi tu as commencé, l'idée, en fait, ici, c'est aussi de ce podcast, c'est un peu de montrer que le nombre de calories, c'est une chose, mais il n'y a pas que ça. Il y a la qualité du microbiote, il y a la charge glycémique du repas, et puis il y a évidemment l'apport énergétique quand même, mais il y a... L'apport en fibres, du coup, qui est décompté de la balance totale. Exactement. Et un type de graisse n'est pas l'autre au niveau comptage calorique. Les protéines, ce ne sont pas à proprement parler à compter comme calories, vu que ce sont plutôt des matériaux de construction. Et donc, il faut un peu faire la part des choses là-dedans. Donc, ça veut dire qu'un repas avec plus de protéines, plus de fibres, plus de graisse type oméga 3, eh ben, ça va faire un apport en énergie qui va être stocké très faible par rapport à quelque chose avec des graisses saturées, et des amidons raffinés, enfin des farines blanches raffinées et des sucres. Quoi. Si je prends 2 exemples extrêmes, c'est ça l'idée. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Du coup, je pense que tu as bien résumé le sujet du jour. Et si on pouvait peut-être juste terminer pour les auditeurs, comment est-ce que toi tu conseillerais ou quels seraient des conseils ou des trucs et astuces un petit peu pour essayer d'éviter justement ce sucre raffiné ou en tout cas de le consommer de manière non problématique, que ce soit dans la cuisine ou dans la façon de faire ses courses. Alors, non problématique, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, je crois qu'il y a plusieurs points intéressants à noter. Premier point que l'on sait, c'est l'intérêt de démarrer par un petit déjeuner protéiné ou pas de petit déjeuner du tout. Donc ça, c'est... Alors, je m'explique. On sait que le petit déjeuner protéiné permet d'avoir moins de fluctuations up and down de glycémie sur la journée et d'avoir moins d'envie de sucre. Donc ça, c'est quelque chose qui était étudié, connu et maintenant reconnu. Deuxièmement, on sait aussi que si on ne prend pas un petit déjeuner protéiné, il vaut mieux prendre pas de petit déjeuner du tout qu'un petit déjeuner sucré, toujours pour les mêmes raisons. En plus de ça, il y a ce fameux intérêt de ce qu'on appelle le jeûne intermittent, intermittent fasting, où on ne mange pas pendant 16 heures, avec un tas d'effets bénéfiques sur la santé. On ne va pas développer ça maintenant. On fera un épisode là-dessus. Voilà. Et donc, ça, c'est première chose. Démarrer avec des Kellogg's, pour ne pas le citer, des céréales sucrées, ou avec du pain, avec la confiture, des trucs comme ça, c'est pas la bonne idée. Deuxième chose, c'est justement d'utiliser plutôt des aliments bruts.
Donc, éviter tout ce qui est processed food, hein, comme on dit, pour justement éviter tous ces sucres ajoutés, tous ces aliments de mauvaise qualité. Les plats préparés. Les plats préparés aussi, etc. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est s'assurer dans les repas d'avoir justement une charge glycémique correcte, c'est-à-dire d'avoir des fibres, d'avoir des bonnes graisses, etc., pour que les glucides génèrent moins de pics d'insuline. Et pas trop cuire, comme tu disais. Les pâtes. Et pas trop cuire, justement, ce genre de choses-là. Et quatrièmement, c'est effectivement d'essayer d'éviter les prises de sucre seul. Même un jus de fruits, par exemple. Hein. Un verre de jus de fruits, on dit, ah tiens, c'est bien un verre de jus de fruits. En fait, un verre de jus de fruits, ça va donner un pic glycémique important. Il vaut mieux manger un fruit tel qu'il est, avec les fibres qui sont contenues naturellement dedans. Voilà, donc je pense que si on tient déjà compte de ces 4 conseils-là, ce sera déjà pas mal. Top, super, parfait. Écoute, je te remercie encore pour cet épisode. J'espère que ça vous a plu, à ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne sur YouTube ou sur votre plateforme de podcast favorite pour ne pas louper les prochains épisodes. Et puis ça nous aide aussi, nous, beaucoup, parce que c'est quand même pas mal de travail de faire ce podcast. Voilà, et je vous dis à la prochaine. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien